C'est vraiment super dur de s'auto-évaluer après le CRFPA. Ah oui, c'est assez compliqué, surtout que bon, il n'y a pas vraiment de corrigé officiel qui Non. sort, donc c'est assez À part pour compliqué. anneau de synthèse, vous avez peut-être vu qu'il y a un correcteur de Paris qui a publié des commentaires là sur un autre Discord. Ça a fait un peu de bruit là sur Facebook. Ouais, au début, je pensais que c'est l'autre, vraiment, je me suis dit, ah, la sauce. Oui, il fait peur celui-là. Oui, oui. Mais non, non, c'était pas sur ça, je savais pas, donc ouais, c'est cool sur ce moment-là. Mais comme c'est pas possible de s'évaluer parfaitement, en fait, il faut faire deux catégories. Soit vous savez que c'est mort à 100%, et dans ce cas-là, bah, le grand oral sert à rien. Mais le reste, il faut quand même y aller, il faut le préparer. C'est trop bête de se planter au grand oral. Nous, on a une copine qui avait planté au grand oral. Moi, je trouve que c'est le plus dur. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. Donc, faut tout donner maintenant. Même s'il n'y a qu'une infime chance, faut tout lâcher. Parce que ce serait trop bête que ça passe et que ça casse sur le grand O. Pour moi, la seule raison de ne pas y aller, ce serait si tu n'es pas pointé à une des épreuves. Sinon, en soi, pour moi, c'est tout à fait possible si tu y crois, que tu as révisé, etc. Il faut réviser dans tous les cas. Hein. Je suis d'accord. Parce que le nombre de témoignages qu'on peut avoir, même, je crois que c'est Arthur Sauzet, un maître Sauzet sur son YouTube, qui parle de ça dans sa vidéo sur le CRFPA, où il n'avait pas révisé les euros, il se retrouve admissible, et du coup tu te retrouves à bosser les libertés fonda en peu de jours, et là vraiment c'est la balle dans le pied là. Donc voilà. J'ai vu que, sur le podcast, on avait fait un petit tour de l'actu. Est-ce que vous avez une actu qui vous a marqué peut-être cette semaine en Liberté Fonda? En ce début de semaine, j'irais même. Antoine, je t'en prie, n'hésite pas. La réponse de Normand. Non, alors moi, c'est une actu réchauffée et bien réchauffée. Parce qu'en fait, en fouillant dans mon ordinateur et notamment dans mes favoris, je me suis rendu compte que quand je révisais le grand oral l'année dernière, en fait, je mettais absolument tout ce que je trouvais en actualité en favoris. Et donc là, je triais mes favoris tout à l'heure parce que j'essaie de devenir organisé. Et je tombe sur un article de l'Express pour la Cour de cassation. Laurent Ruquier peut comparer Marine Le Pen à un étron. On est complètement dans la liberté fondamentale puisqu'il est question de liberté d'expression. Donc, je vous joins l'arrêt dans le chat du Discord de la Cour de cassation et je vous laisse le découvrir. Mais il ne faut pas hésiter avec ce genre d'actu décalé parce que vraiment, c'est ça qui fait aussi le sel du grand oral. C'est ça qui va, et je ne parle pas de Xavier, mais c'est ça qui va faire que vous que vous captivez un peu votre auditoire, que vous essayez d'être marrant sans être trop à côté de la plaque. Mais donc voilà, je crois que moi, les libertés fondamentales, ce qui est important, c'est de suivre une actu juridique, mais aussi non juridique, et de pratiquer le plus possible. J'ai vu que ça avait fait aussi un peu de bruit là pour le coup. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui l'avait partagé dans le chat du salon Liberté Fonda. Donc, ce que je vous invite aussi à faire si vous voulez partager une actu. Le youtubeur Marvel Fitness qui a été condamné, je ne sais pas si vous avez entendu, où il y a eu une peine oui, j'ai vu. de 2 ans, 2 ans ferme, non, 2 ans avec un enferme et mandat de dépôt à la barre. Donc, voilà, condamnation dans ce côté harcèlement, mais c'était plutôt le côté des raids numériques qui était reproché ce coup-ci. Ouais. Mais je crois qu'il y a une question de droit qui était sous-jacente, c'était de savoir si on peut être responsable des raids en fait qu'ont fait notre communauté, puisque c'est pas lui directement, c'est sa communauté qui faisait du cyberharcèlement. Je pense que c'est tout. Après, je pense que le dossier il doit être fourni là-dessus. C'est à quel moment il est responsable ou non. Même si il y a des disclaimers, est-ce qu'on peut dire que quand quelqu'un dit non mais n'allez pas l'insulter, mais qui après derrière fait une vidéo critique, est-ce qu'on est toujours responsable? Ouais, c'est des questions
c'est des questions qui peuvent se poser. En l'occurrence, là, pour le coup, je pense que les juges ont répondu à l'affirmative. Et Ouais. dans le chat, il y a Notre-Dame qui réagit hein, et qui précise. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi un pan de l'affaire qui est relatif à la constitution partie civile d'une avocate. Bah après, ouais, ça j'avais un peu creusé vite fait. C'est une question qui se pose, mais visiblement, s'il y a demande d'autorisation du bâtonnier, a priori, il n'y a pas de problème. Donc, si elle l'a fait, donc elle l'a faite, mais ça veut dire que le bâtonnier était au courant, donc qu'il l'avait autorisé. Mais après, pour le coup, c'est une question de déontologie qui peut se poser. Et j'avoue que j'étais un peu perplexe, mais visiblement, si ça s'est fait, c'est que ça a passé. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Ouais, j'ai pas vraiment suivi ça, le fond du dossier. Ouais, j'ai pas particulièrement suivi. Ouais, Notre-Dame qui dit apparemment oui, autorisation du bâtonnier, et ce genre de questions serait aussi passé par la CEDH qui ne dirait pas de problème. Oui, donc voilà. C'est vrai que ça peut, par contre, c'est sûr que ça peut choquer, ça peut interpeller l'opinion publique, tu vois, sur les réseaux, les gens ils disent. J'ai vu qu'il y avait un thread d'une journaliste qui était dans le tribunal, et à un moment elle a terminé d'être avocate et elle enlève sa robe pour devenir partie civile. Et les gens retweetaient en disant mais c'est quoi et tout. Et c'est vrai que ça peut interpeller. Ouais. Ça se fait. Ok. Sinon, dans l'actu aussi, pensez à regarder tout ce qui est liberté de se vêtir comme on le souhaite. 14 septembre. Parce que là, entre la personne là, qui est venue à l'Assemblée nationale avec un voile et la tenue républicaine de Blanquer, vous avez des sujets quand même de liberté de se vêtir, notamment des femmes, qui sont, à mon avis, intéressants à regarder. Et notamment l'agression à Strasbourg, là, c'était ce week-end. Aussi. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est aussi des questions à creuser. Parce que là, dans l'actu récente, il y a eu 2-3 trucs comme ça qui se rapportent à ce sujet-là, quoi. Ouais, moins d'une semaine, t'as 3 trucs, donc ouais. Ok, bon, ben on passe, je vous propose de passer au quiz. Cette semaine, premier quiz, donc je me suis dit que les gens commençaient à réviser, donc pas vraiment de quiz spécialisé sur telle ou telle matière, mais plutôt un cadre général de droit et de libertés fondamentaux. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ça va être assez simple. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à le dire dans le chat. En gros, vous allez voir, si vous êtes sur ordinateur, tout va se passer sur l'écran. Si vous êtes sur téléphone, ça va se passer entre le chat et là où vous nous voyez, où il y a une petite icône Quiz Kit. Et en fait, vous allez pouvoir voter directement en cliquant sur la bonne réponse. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, on va projeter le quiz ici. Puis, vous allez avoir le bandeau pour voter qui va apparaître. Vous avez 20 secondes pour répondre. Donc, plus vous répondez vite, plus vous pouvez gagner de points. Et plus vous répondez vite, si vous avez une mauvaise réponse, vous perdez ces points. Vous pouvez ne pas répondre aux questions. Et je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter, mais en tout cas, si vous avez, moi je sais que vous ne pouvez pas jouer, n'hésitez pas à nous le dire. On commence à être rodé sur l'outil, donc vous pouvez tout à fait jouer avec nous. Ça vous va, les gars? C'est parfait. Ok, je vais lancer l'extension. Bougez pas, tac. Hop. Donc là, vous allez voir les règles qui s'affichent. Sur l'écran. C'est à peu de choses près ce que je vous ai envoyé. Et on va commencer avec la première question. Donc, première question de ce soir.
Donc, qui occupe actuellement le poste de défenseur des droits? Est-ce que réponse numéro A, c'est Dominique Baudis? Bozzi. Réponse B, Jacques Tourbon. Ou réponse C, Claire Hédon? Première question de ce soir, vous allez avoir 20 secondes pour répondre. Réponse A, B ou C. Pour les nouveaux, faites attention. Il faut bien cliquer sur... si vous voulez la réponse B, Jacques Toubon, de cliquer bien sur la lettre B et pas sur le deuxième emplacement. Donc peut-être des fois ça correspond, parfois pas. Faites attention là-dessus. Il y a une nouvelle fonctionnalité, j'ai vu que quelqu'un l'avait utilisée, c'est la fonctionnalité Flex. En gros, vous pouvez à certains moments la partie tester votre choix de bonne réponse en montrant votre score aux autres. Donc un peu de trash talk. Je sais pas si vous allez l'utiliser, mais je trouve ça sympa, donc on l'a activé. Donc vous avez tous répondu. La bonne réponse ici, c'était la réponse C, mais je vois qu'il y a 4 personnes qui ont réussi à jouer. Donc est-ce que c'est parce que vous n'étiez pas sûr de vous, ou est-ce que c'est un problème technique? Faites-nous le savoir. En tout cas, les 4 personnes avaient bien répondu, ça c'est cool. Peut-être un petit commentaire, les gars, sur cette question. Non. Un commentaire, moi j'en ai pas particulièrement, mais juste que c'est vraiment à connaître et puis savoir que ça a changé récemment, quoi, parce que c'est le piège type, mais Oui, ouais, voilà. C'est vraiment de la culture de DLF, quoi. C'est ça, pour la petite histoire, c'est les 3 noms ont été défenseurs des droits. Donc c'est les 3 défenseurs des droits, il y en a eu 3 en exercice, donc c'est chronologique. Ça a été d'abord Monsieur Baudy, puis Monsieur Taubon, et là c'est Claire Hédon, donc qui vient tout juste d'être nommé. C'est comme a dit Antoine, c'est quelque chose qui peut vous être demandé, l'occupant de ce poste. Oui, ça fait partie des autorités qu'il faut connaître. Ouais, et il y a souvent des offres de stage, j'ai l'impression, qui passent auprès de stages. Oui, sur le profile, j'en ai vu pas mal passer. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai l'impression d'en avoir vu pas mal. Parce qu'ils ont plusieurs bureaux. Je sais qu'ils ont des bureaux à Paris, mais aussi des bureaux dans toute la France justement enfin, ce qui est intéressant, et là je vous avoue que c'est un peu loin, mais où il faut un peu creuser, c'est les missions du défenseur des droits, ses interventions. Je sais qu'avant de partir, Jacques Toubon a rendu un rapport. Un grand rapport sur les inégalités et justement l'évolution durant son mandat. Donc, ne serait-ce que de survoler la synthèse de ce rapport, ça permet d'avoir toujours quelques clés sur le travail qui a été effectué. Tout à fait. Pour tous ceux, là, je vois qu'on est 25 sur le Twitch. Tous ceux qui n'arriveraient pas à répondre aux questions, vous dites-le dans le chat, hein, et on essaie de vous guider pour que vous puissiez répondre. Ok. On va le voir sur la question 2 s'il y a plus de réponses tout de suite. Donc la question 2. Alors, la notion de droits fondamentaux en France a été consacrée par réponse A, son inscription dans la Constitution de 1958. Réponse B, la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Réponse C, la jurisprudence du Conseil d'État. Ou réponse D, la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc, qu'est-ce qui a consacré, pour la première fois, je dirais, le terme de droits fondamentaux? On vous laisse 20 secondes pour répondre. J'espère que on va pouvoir plus répondre ce coup-ci.
ici la bonne réponse, c'était la réponse B. Un peu plus de votants, même si c'est pas la majorité des gens sur le chat. Réponse B, c'était bien le Conseil constitutionnel qui a consacré cette notion de droits fondamentaux. La première fois, c'était en 1990, donc vous le voyez là, apparaître à l'écran, c'est la décision égalité entre Français et étrangers. On vous mettra, comme d'habitude, le PowerPoint sur le Discord et vous pouvez aller voir la décision. Mais en gros, sur cette décision, l'effet, c'était, je crois, une disposition du Code de sécurité sociale qui était en discussion, parce qu'il y avait une pension supplémentaire qui était attribuée à des Français et pas à des étrangers. Et justement, il a été question de savoir est-ce que les étrangers qui seraient dans une situation similaire à des Français pouvaient, dans le cas de cette aide-ci, avoir l'aide. Donc c'est la première fois en France que le terme droits fondamentaux apparaît. Et donc c'est un peu la naissance de ce concept, de la consécration de ce concept en droit constitutionnel français. Donc voilà. Oh. Miguel, tu t'amuses avec les boutons. Je découvre. Ouais, c'est sympa avec tes 0 points. Enfin bref. Je vois que personne ne dit rien dans le chat. Peut-être que vous êtes toujours pas sûr de vous. N'hésitez pas tous les autres. Et pour chatter, il faut vous inscrire. Hein. Donc il Ouais. faut. Ouais, c'est vrai qu'on en a peut-être pas précisé. Oui, pour écrire dans le chat, il faut juste avoir un compte Twitch. C'est comme des comptes sur les réseaux. On rien de bien spécial. Donc n'hésitez pas si c'est le... Vous avez le temps d'en créer un avant la question 4. Voilà, c'est ça. Notre âme qui dit dans le chat, très intéressant ce sujet-là avec la présidente de l'UNEF. Je pense Et parler des tenues vestimentaires. Ah d'accord, ok. Ouais. J'ai pas l'actu si elle a pu dire quoi la présidente de l'UNEF. Mais non, tu sais, c'est les députés qui sortent de l'hémicycle parce que oui. Ah oui, d'accord, oui, parce que qu'elle était voilée. C'est ça. Ouais. Il y a le Richard. Alors que le règlement ne dit rien à ce sujet-là. Ouais, voilà, Richard. Ouais, le règlement ne dit rien, mais ça, encore une fois, vous avez beaucoup d'articles de presse qui disent oui, mais c'est autorisé, le règlement l'autorise. Moi, je trouvais que la meilleure réponse, c'est celle de Richard Ferrand qui disait les députés demandaient à avoir un règlement là-dessus, encore une fois, et Richard Ferrand a dit vous avez le droit de vous offusquer, mais elle aussi elle a le droit de se présenter comme ça, donc c'était on peut être choqué ou interpellé, mais en même temps je trouve que c'est un peu une balance comme il faut l'avoir en DLF. Moi, je crois que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. J'avais été assez surpris d'entendre Ségolène Royal qui a dit que si elle avait été députée, elle aurait quitté l'Assemblée. C'est vrai que c'est pas la position majoritaire. C'est pas celle qu'on aurait attendu. Oui, voilà. C'est vrai, ça m'a étonné aussi, ouais. Enfin bref. Question 3. Question 3. De ces trois notions présentées, laquelle est la plus englobante? Est-ce que c'est la notion des droits fondamentaux? Est-ce que c'est la notion de liberté politique? Ou réponse C, la notion de liberté publique? Ce soir, pour le coup, vraiment, on se met en jambes. Après, ça va se corser un poil. Mais comme je sais que quand on commence la semaine de révision, on n'est pas bien chauffé avant. Vous pouvez commencer tranquillement. Ouais, après on sortira les jurisprudences russes et ukrainiennes, ça rigolera moins. Quoique la France est pas mal aussi, c'est vrai.
ici, la bonne réponse, c'était la réponse A, naturellement. Cette bonne réponse dans le chat, une personne qui a peut-être misclick. Mais oui, c'est bien la notion de droits fondamentaux qui englobe les deux autres, notamment la notion de liberté politique et liberté publique. Et comme vous pouvez voir dans le petit texte qu'on vous a mis dessous, que voilà, les libertés publiques, c'était, voilà, elle avait deux penchants, donc les aspects liés à la citoyenneté et d'autres droits qui résultent un peu plus du droit international et communautaire, mais vous en avez déjà forcément entendu parler, notamment l'article 6 de la CEDH sur le droit à un procès équitable, comme on peut le retrouver souvent dans les manuels. Il y a 8 personnes qui ont participé. Je vois qu'on a un peu plus de 20 sur le chat, donc ouais, peut-être que vous n'avez pas spécialement envie de participer en live, mais vous êtes avec nous, donc c'est cool. Allô? Ouais, on t'entend. Ah, pardon. Non, j'ai bugué, c'est revenu. Ok. Je propose peut-être faire un petit point score sur ces 3 premières questions. On peut voir que Ocelot et Loi38 qui sont coude à coude. au coude à coude sur cette question et aussi sur le classement général. Deux nouveaux noms qu'on n'avait pas vus cet été, donc bienvenue à vous. Est-ce qu'on fait gagner des choses sur ce quiz ou pas? Alors, on a un bouquin à faire gagner, c'est vrai ça. Ah ouais? Bah, on l'avait fait gagner le bouquin Droit et liberté fondamentale de Dalloz là ou pas? Je crois. Hein. Ah ouais? Je crois que oui. Hein. Je crois que c'est Ipsitem qui l'a gagné. Oui, je crois bien. Ah oui, exact. Non, ça c'est gagné, c'est déjà. Non, mais on peut essayer de négocier du partenariat pour essayer d'en retrouver. Ouais, pour qu'ils nous en renvoient, oui. Ce sera soit chez Xanax, soit chez Dalloz. L'un ou l'autre. Ce qu'on peut essayer de gratter, c'est les 500 questions de droits et libertés fondamentaux. Là, c'est un fichier PDF. Ah, c'est vrai. En soi, ça leur coûte rien. C'est vrai. Bah, ouais. Vas-y, je vais leur envoyer un mail. Ok. On va au courant. Toujours à l'arrache. Question 4. Alors, le principe d'égalité devant la loi est contrarié par... Est-ce que ce principe est contrarié par le principe de non-discrimination, le principe de discrimination positive, ou le principe d'égalité devant les charges publiques? Par quoi est contrarié le principe d'égalité devant la loi?
sur, voilà, quand on parle d'une convention, par exemple, convention européenne, enfin, la convention européenne des droits de l'homme, CEDH, il y a ce côté un peu contraignant où, voilà, il y a une juridiction qui est attitrée avec. Mais par exemple, je sais pas, enfin, vous avez un exemple là de déclaration internationale, peut-être Alors moi, en droit international, j'en ai pas, mais la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, oui, voilà, c'est ça. Oui. c'est une déclaration. Mais j'allais dire, il y a la DUDH. Oui, voilà, bah, je vois que Ouais. celle-ci a le. C'est ça. La DUDH, elle n'a pas de portée juridique, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ce côté distinction entre convention et déclaration. Ouais. Lynn, à quel endroit faut-il répondre aux questions? Est-ce que tu es sur téléphone ou sur ordinateur? Et alors, pour ceux que ça intéresse, vous savez peut-être, mais il y a une convention qui régit le droit des conventions. Et ça, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est la Convention de Vienne de 1969. C'est cette convention qui précise comment doivent être interprétées les conventions passées entre les États. Ok. Je savais pas, tu vois. Donc, Lynn, Elle est assez connue. tu vas voir que sur ton téléphone, entre là où tu nous vois et le chat, tu as un petit carré coloré. Donc c'est QuizKit, c'est l'extension. Et quand on va énoncer les questions, tu vas pouvoir cliquer sur la proposition A, B ou C directement depuis l'application. Donc je vais pas essayer pour la question 6. Si tu as un souci, tu m'écris dans le chat. Question 6 du coup, on passe à la question 6. Donc là ça s'affiche. Question qui peut arriver au grand taux. Là, on n'a pas la question encore. Bon, pardon. L'article 66 de la Constitution fait de l'autorité judiciaire un organe bicéphale avec d'un côté le magistrat du siège, et magistrat du parquet. Ou est-ce que l'article 66 fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle ou la protectrice des libertés publiques? Question sur l'article 66 de la Constitution. Chalicia qui nous disait dans le chat aussi que la DDH acquiert quand même une certaine portée au travers du pacte de 66. Je sais pas si ça fait cette précision en tout ou pas forcément. Bah oui, c'est le PIDCP là, et le PIDESC. Ah oui, waouh. Oui. Les deux fameux pactes de 1966. Qui reprennent effectivement certaines dispositions de la DUDH. Okay. Qui, elle, date de 1948, hein, je crois. Ouais, je vais vérifier. Oui, voilà. En attendant, pour la question 6, la bonne réponse était la réponse B, donc la gardienne des libertés individuelles. Donc c'est le texte même qui en assure. Et après, je sais pas si c'est la prochaine ou pas, mais sur ce côté liberté individuelle et défense des libertés individuelles, on a une prochaine question là-dessus qui va avoir. Je vais mettre le texte Alors je crois que c'est cet article 66 qui fonde le principe de la voie de fait aussi. Et le fait qu'on ait ce renvoi des juridictions administratives vers les juridictions judiciaires lorsqu'il y a une atteinte trop grande qui est faite. Je ne vais pas quand même aller trop loin dans ce que tu dis, parce que ça fait partie des questions qui arrivent. Mon cher ami. C'est ça de ne pas réviser les PowerPoint. Envoyé. Non mais t'inquiète, en vrai, t'en as. Est-ce que peut-être Antoine, tu peux faire un point sur la différence magistrat du siège et du parquet? Ou en quelques mots. C'est moi qui bug ou c'est lui? C'est peut-être moi. Non, ne buguez pas pour moi. Alors,
Moi, Roustan, t'as bugué. Tu m'entends, Xavier? Oui, il te demandait est-ce que tu pouvais faire un petit point bref sur la différence entre magistrat du siège et magistrat du parquet. Ah, bah, en fait, c'est juste le. Ouais, mais alors ça, vous le connaissez mieux que nous, vous qui êtes en plein dans le grand oral, là. Cette distinction, elle est fondamentale parce qu'appeler un magistrat un juge d'instruction, ça vexerait plus d'un pénaliste. Mais c'est qu'en fait, c'est question de la fonction, en fait. Et le fait que le parquet soit rattaché au ministère de la Justice et donc à un organe gouvernemental et donc au pouvoir exécutif, en fait, le prive finalement, du moins intellectuellement, de son indépendance. Alors, on sait que depuis, je crois, 2014, ils n'ont plus le droit de recevoir de directives de la part du ministre et tout ce genre de choses. Mais il n'empêche que les membres du parquet, donc notamment le juge, notamment le procureur, est placé sous l'autorité du garde des Sceaux. Et donc, en fait, il n'a pas l'indépendance qui, avec l'impartialité, sont les fondements même de la qualité de magistrat. Donc, en fait, ne surtout pas appeler un procureur un magistrat, surtout le jour du grand O. D'ailleurs, je ne sais pas si... Est-ce que dans le jury du grand O, c'est des magistrats ou ça peut être des procureurs? Ouais, c'est vrai que... Allô? Moi, j'ai toujours cru entendre que c'était un avocat, un magistrat et un... Mais ouais, je sais pas si... Bonne question. Je vais chercher. Savoir si on peut avoir un procureur en face de nous, si on aura forcément un magistrat au sens constitutionnel et donc un magistrat du siège. Sachant que sur tous ces points-là, le droit européen, enfin conventionnel de la CEDH, est beaucoup plus ferme que le droit national. Et je crois notamment qu'il y a des problématiques qui existent lorsque les procureurs sont à l'origine de mince, comment on appelle ça quand tu fais de la collaboration, de la coopération, les mandats de c'est pas Interpol, le mot m'échappe, moi vraiment les procédures pénales c'est pas mon fort, mais quand tu demandes la coopération d'autres juridictions européennes, le mot m'échappe. Ah, et là on a Notre-Dame qui dit à Toulouse, le jury de l'année comportait les deux, à la fois siège et parquet. Mandat d'arrêt européen peut-être? Non. Alors, ouais, le mandat d'arrêt, c'en est un, mais je pensais pas au mandat d'arrêt, je pensais juste aux demandes quand on demande à une police étrangère de réaliser des actes d'investigation, parce qu'on peut pas envoyer la nôtre. Donc en fait, on demande aux magistrats étrangers de le réaliser. Alors là, bon. Ouais. C'est une commission rogatoire européenne. En tout cas, sur cette question d'indépendance des magistrats du parquet, vous avez dans l'affaire Fillon, ça avait fait pas mal de bruit ça en début d'année, comme quoi la procureure qui s'est occupée de poursuivre Madame Fillon et Monsieur Fillon avait fait l'objet justement de pression de la part du ministère pour sur certains aspects, du moins procéduraux, de l'enquête. Et Fillon a voulu se servir de ça comme un argument de défense pour faire tomber la procédure en fait. Oui, parce que j'avais demandé à chaque fois, je sais jamais de qui on pensait que les pressions venaient, tu vois. Et oui, du coup, ça venait bien potentiellement de la gauche. Ouais, sur ça, et même, je crois que ça fait partie des travaux des 200 jours du ministre de la Justice, c'est l'indépendance des magistrats du parquet. Donc, sujet d'actualité dans la thématique du grand O. Chalicia qui demande du coup, ne peut-on pas considérer que ce manque d'indépendance pourrait aussi se justifier dans la mission qu'il porte? Oui, c'est-à-dire que d'un côté, ils sont là pour défendre l'ordre public et les atteintes à la société. Donc, c'est un peu normal qu'ils dépendent de la force régalienne de l'État. Oui, je pense que c'est à mon avis d'ailleurs la justification. Ouais, moi je suis partiellement d'accord. Hein.
Mais parce que enfin, celui qui défend in fine nos libertés, c'est c'est le magistrat au sens de la Constitution, c'est pas le procureur. Oui, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui poursuive. Ouais, mais pourquoi celui qui poursuivrait ne peut pas être indépendant? En quoi il ferait moins partie de la société à être hors du pouvoir exécutif? Moi, je comprends qu'on puisse dire que c'est l'État qui poursuit enfin, je veux dire, c'est le contrat social, quoi. Le contrat social dit l'État, c'est lui qui assure la protection des individus. Et donc, quand il y a un individu qui viole le contrat social, on comprend pourquoi l'État, c'est lui qui va engager les poursuites pour finalement que l'individu soit sanctionné, parce que c'est justement l'État qui est là pour assurer la défense de la société, quoi. Et donc on peut comprendre que les magistrats du parquet soient sous l'autorité de l'État, même si c'est pas vraiment une autorité. Après, moi je sais pas vous, mais alors moi dans cette année en alternance là, j'ai eu affaire, enfin j'ai eu quelques dossiers pénals et je suis pas mal parti sur des. Alors moi je fais pas du tout du pénal, hein, moi je fais du fiscal d'habitude, mais là il y a eu quelques dossiers, notamment des comparutions immédiates. Et en fait, moi j'avais l'impression, alors c'est marrant parce que je sais pas si c'est le cas ou pas, que les directives, en fait que les magistrats, pardon, les juges du parquet et les procureurs en fait, recevaient des directives mais très très fermes. Et notamment sur j'ai fait quelques violences conjugales pendant le Covid, la violence du réquisitoire et même des fois en l'absence comment dire, de preuves, de droit, c'était flagrant. Et à ce moment-là, on l'a senti quoi vraiment. Enfin, j'ai trouvé qu'on ressentait vraiment cette comment dire, cette gouvernance, du moins ce souffle, cette direction qui était donnée au procureur. Mmh. Bon, passons à la suite. Ok. C'est une question, j'ai l'impression que c'est une question de l'indépendance et de la différence entre le siège et le parquet, c'est sans fond. Question 7, justement sur la fameuse voie de fait. À quoi fait référence le concept de la voie de fait? Est-ce que c'est réponse A, une forte irrégularité portant atteinte à une liberté fondamentale? Est-ce que c'est une atteinte à une liberté fondamentale, pardon? Est-ce que réponse C, c'est une forte irrégularité portant atteinte au droit de propriété? Ou est-ce que réponse D, c'est une procédure justifiée par la théorie des circonstances exceptionnelles? Donc, question sur la voie de fait. Pareil, vous avez 20 secondes pour répondre. Vraiment, la voie de fait, je l'avais découverte quand on révisait le grand taux et c'est un grand concept. Je sais pas si vous l'aviez déjà entendu parler avant, mais moi je découvrais lors du grand taux. Alors moi j'en avais entendu parler. Moi j'en ai une au cabinet et c'est vachement intéressant comme dossier. Il y a plein de problématiques qui suivent derrière sur la façon de caractériser le préjudice, à quelle obligation était soumise l'administration. Est-ce qu'on peut invoquer tel argument devant le juge judiciaire alors que c'est un argument administratif? C'est vachement... en pratique, je pense que c'est super complexe. Enfin, moi, je l'avais aperçu de loin et je trouvais ça très compliqué. Procéduralement, les conséquences que ça entraînait. Ouais, c'était un peu le bazar derrière. En tout cas, ici, la bonne réponse, c'était la réponse A. Premier partage de la soirée dans le chat. Justement, ceux qui ont répondu C, je pense que voilà, vous êtes en partie dans le vrai, mais c'est plus la réponse A qui était totalement englobante parce que ça ne concerne pas, enfin, c'est ça qui me demande pourquoi la A, parce que la C, ça ne concerne, enfin, ça peut concerner le droit de propriété, mais pas exclusivement le droit de propriété. Notamment, enfin, ce côté de... Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, mais lorsqu'on regarde enfin, ça peut
enfin, le droit de propriété est aussi défendu par la voie de fait, mais ici, on attendait plus ce côté englobant où c'est une forte irrégularité portant à une liberté fondamentale. Par exemple, si tu regardes justement la décision du TC de 1935, c'est une décision qui touchait plus aux médias. C'était justement les journaux de l'Action française qui avaient été saisis. Et c'est dans ce cadre-là que la notion est née. Donc je suis d'accord avec vous sur la C, mais c'est pas que le droit de propriété. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Anthony et Antoine. Non, enfin moi dans mon esprit, c'est pas que la voie de fait. Pardon, c'est pas que l'extinction du droit de propriété, la voie de fait. Et je sais pas pourquoi j'ai un arrêt en tête, préfet de quelque chose, mais j'arrive pas à me souvenir. Décision du tribunal des conflits, je crois qui renvoie une voie de fait parce qu'on obligeait on confinait, je sais pas qui, c'est quelqu'un qui avait pas de papier sur un bateau. Et donc, il a été considéré qu'en fait, cette décision portait trop atteinte à la sûreté, donc en fait à la liberté d'aller et venir. Et donc, on avait décidé de la voie de fait. Mais j'arrive pas à me souvenir du nom de l'arrêt. Et alors moi, je pense qu'une justification pour ne pas retenir la C, c'est que c'est plus, enfin, concernant le droit de propriété, la voie de fait, c'est plus qu'une atteinte au droit de propriété, ça doit vraiment conduire à une extinction du droit de propriété. Enfin, d'après mes souvenirs, en tout cas, de droits fondamentaux. Donc, je suis pas sûr qu'une simple atteinte suffise à caractériser la voie de fait, en fait. Il faut vraiment que ça entraîne une extinction du droit de propriété. Il me semble. Ouais. Il me semble que c'est ce qui a été jugé maintenant, c'est ce qu'on demande. Mais je comprends la réponse. Enfin, la réponse C, je la comprends tout à fait, mais c'est vrai que du coup, la notion en elle-même, même si on la voit souvent, comme l'a écrit Boris dans le chat, en matière de droit de propriété, d'expropriation, ça ne recoupe pas que ça. Et voilà, et Ocello qui nous confirme l'arrêt Bergonde. Bergoen. Ah, je pense que celui-là, vraiment, il est prononcé par chaque juriste de manière différente. C'était peut-être cet arrêt auquel tu pensais, Antoine, non? Même pas? Non, pas du tout. Bergwijn, c'est pour le droit de propriété. Et qu'en fait, ça s'arrête à la... Il faut une extinction du droit de propriété pour que tu puisses avoir une voie de fait. Ok. Oui, donc passons à la suite. 13, ouais. Question 8 sur la dignité de la personne. Est-ce que réponse A, elle s'analyse comme une composante de l'ordre public? Est-ce qu'elle ne s'analyse pas comme une composante de l'ordre public? Réponse A. Est-ce que s'analyse comme une composante de l'ordre public? Réponse B. Ou est-ce qu'elle s'analyse comme un principe et que l'appréciation de son respect ou de son atteinte relève seulement de la liberté de la personne? Bon, celui-là, même les non-administrativistes, je pense que vous devriez l'avoir déjà vu passer. Ici, bien évidemment, la réponse c'était la réponse B. Pas de souci dans le chat. On vous a mis voilà, le petit texte, mais bien sûr c'était une référence
l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge. Donc voilà, pas de gros soucis là-dessus. Cette notion de dignité, c'est une notion qui est assez complexe, hein, elle a vraiment plusieurs volets. Parce qu'elle a à la fois ce volet de composante de l'ordre public administratif, mais ils ont tenté, et l'arrêt K et AD contre Belgique, il est souvent cité parce que les faits sont un peu croustillants, le respect de la dignité humaine, lorsqu'on est dans une relation, lorsque le cadre n'est pas le cadre de l'ordre public, du maintien de l'ordre public, elle ne peut pas s'opposer à la liberté individuelle. Et notamment, on ne peut pas interdire les pratiques sadomasochistes au nom de la dignité. Mais dans K et AD, je crois que ça avait été limité parce que c'était des juges ou quelque chose comme ça. Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que la dignité, c'est un sujet qui peut s'interpréter de plein de façons différentes. Et je pense qu'il y a un sujet déonto aussi sur K et AD. Parce qu'en fait, dans K et AD contre Belgique, donc c'était un magistrat et un médecin qui faisaient des parties fines avec l'épouse de l'un, pardon. Et c'était des pratiques sadomasochistes. Et en fait, il y avait plusieurs questions. Et la question, c'était de savoir si est-ce que l'atteinte à la dignité l'atteinte à la dignité donc de l'épouse de l'un des deux permettait de limiter les pratiques sexuelles sadomasochistes. Et la réponse a été non, tant que le consentement est libre et éclairé. Et en revanche, il y a un deuxième sujet déontologique qui est celui du magistrat, je crois, ou du médecin, qui lui, par contre, s'est fait radier ou a été exclu de la profession, justement parce qu'il y avait eu ce genre de pratique. Et je crois qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet déonto et un sujet légal, en fait. Et en fait, ça peut vous amener, un sujet comme ça, le jour J, ça peut vous amener à évoquer justement toute la dignité qui découle notamment de la profession d'avocat. Et puisque je crois qu'il y a eu un arrêt comme ça où une avocate avait été sanctionnée parce qu'elle jouait de la flûte, je crois, dans la rue. Et donc, en fait, ensuite, vous pouvez dire que la dignité, vraiment, ça a plusieurs pans. Ça a ce pan composante de l'ordre public, ça a ce pan liberté subjective, et ça ne vient pas limiter les libertés subjectives, mais ça a aussi un pan déontologique. Et ça doit être apprécié selon les professions et dans chaque cas. Je suis d'accord avec toi, mais par exemple, dans Morsan-sur-Orge, le nain, il était totalement consentant et pour autant, on a sanctionné la pratique. Alors, ouais, mais le champ d'application, je crois, n'est pas le même du droit. J'essaie de te retrouver le fondement exact. Je pense que ça dépend si ça porte atteinte à l'ordre public aussi. Ouais, c'est ça. C'est une question d'ordre public. Ok. On passe à la suivante? Ouais, je propose qu'on passe à la suivante si tu le retrouves pendant le décompte. Ah non, mais c'est ce que je viens de retrouver. C'est ce que tu disais en toi, en fait. C'est quand la dignité est considérée, enfin, la dignité de la personne humaine, en fait, qui est une composante de l'ordre public. Et dans ce cas-là, elle permet de limiter, en fait, certaines pratiques. En revanche, lorsqu'on n'est pas dans ce cadre d'ordre public, de maintien de l'ordre public, dans ce cas-là, à l'inverse, elle est limitée par la liberté individuelle. Voilà. Prochaine question un peu moins philosophique sur la profession d'avocat. Selon le dernier recensement, donc je crois qu'il a fini 2018, à combien d'avocats compte la France? Est-ce que c'est une fourchette située entre 68 et 70 000, entre plutôt 100 000 et 102 000, ou plutôt entre 28 et 30 000 avocats? Question sur le nombre d'avocats présents en France.
si la bonne réponse c'était la réponse A, donc toujours majoritaire, c'est bien. À chaque fois, la plupart des gens ont la bonne réponse. On essaiera peut-être de corser un peu pour que vous soyez un peu plus challengé. Mais oui, en France, en 2000, voilà, donc ça date de 2019. Au dernier comptage, c'était 68 464. Il faut savoir que entre 28 000 et 30 000, c'est la part des avocats qu'il y a seulement sur Paris. Et je vous invite, si ça vous intéresse, je vous ai mis le petit lien de l'étude, en gros, qui dissèque un peu le profil des avocats en France. Donc, le mode d'exercice, qui ils sont, où ils exercent, un peu type de structure. Donc, ça peut toujours être intéressant de savoir à quoi ressemble la profession que nous allons tous un jour exercer. Je sais pas si tu as vu dans le chat qu'il y avait une autre M qui t'interpellait, Anthony. Oui. Oui, c'était sur ce sujet-là il disait que, toujours ce que disait Antoine par rapport au procureur là, qui était très agressif sur les violences conjugales. Et on était en train de se dire que oui, c'est pas prohibé parce que c'est des directives générales qui sont données par le ministère sur toutes les formes de violences conjugales. Et du coup, on n'est pas sur des instructions individuelles, en fait. On est sur des directives globales qui sont données en disant bah, tout ce qui est violence conjugale, vous y allez fort, quoi. Moi, je crois qu'il y a un vrai problème d'indépendance dans ce système-là. À partir du moment où l'évolution de la carrière elle dépend finalement d'une hiérarchie au-dessus, je pense que le système est biaisé. Bref, Mais est-ce qu'il y a d'autres systèmes, peut-être anglo-saxons ou quoi, qui fonctionnent peut-être mieux sur ce point-là? Je suis complètement pour un système anglo-saxon où il faudrait avoir 20 ans de barre en tant qu'avocat pour devenir magistrat, qu'on ne pourrait faire qu'un seul mandat de 9 ans, et que ça se fasse comme ça. Mais bref, ça c'est un autre débat. Oui, c'est une question qu'on peut aussi avoir. Dans notre âme qui nous demande, où est-ce qu'il y a trop d'avocats? Vous pouvez aussi répondre dans le chat à cette question, mais est-ce que selon vous, il y a trop d'avocats, les gars? Moi, je pense pas. Parce que... Oui. Parce que, vu que déjà, rien que ne serait-ce que pour le marché, vu que les tarifs des avocats ne sont pas réglementés, le fait qu'il y ait beaucoup d'avocats, ça tire entre guillemets les prix vers le bas. Alors, c'est mauvais pour la profession, on va dire, parce que ça crée une concurrence très élevée. Mais pour les justiciables, c'est bon parce que ça leur permet d'avoir un accès au droit pour des coûts raisonnables. Enfin, raisonnables, ça dépend des avocats, bien sûr, mais pour des coûts, en tout cas, plus faibles que si on était moins nombreux. Donc, je pense qu'en termes d'accès au droit, le fait qu'il y ait beaucoup d'avocats, entre guillemets, c'est une bonne chose. Après, la question, c'est la formation. Est-ce que, selon nous, tous les avocats qui exercent mériteraient d'exercer? Et là, c'est autre chose. Bah, ouais, je sais que moi, j'avais lu, on m'avait offert, quand j'avais réussi le barreau, le bouquin de Maître Soulet-Larivière, qui s'appelle L'avocature. Je sais pas si on a déjà entendu parler. Et bah ouais, il y a eu un contentieux sur ce site. Oui, ben il y avait un contentieux parce que justement, il revendiquait la paternité du mot avocature à une autre consoeur de Toulon, je crois, qui avait écrit un livre dessus. Et dans son livre, il revient un peu sur l'histoire des avocats et la place des avocats dans la société. Et je trouvais qu'il avait une vision assez progressiste pour quelqu'un de son âge sur le nombre d'avocats. Et je trouve que, ouais, un peu comme Anto, il n'y a pas trop d'avocats. Il y a beaucoup d'avocats peut-être, mais trop d'avocats, je pense pas. Vu que c'est une profession indépendante, après, c'est vraiment comment on amène des clients, comment tu arrives à créer du chiffre, comment tu arrives à créer de la valeur pour les clients. Et c'est là où peut-être sur la formation, ça pêche beaucoup pour les avocats. C'est qu'on n'est pas formé à
ces méthodes de trouver un client, de fidéliser un client, de créer de la valeur pour un client, etc. L'effet pervers de cette concurrence exacerbée, c'est que du coup, tous les avocats, dès qu'il y a un client qui vient les voir, ils disent je prends, alors même que ils sont pas forcément spécialistes dans le domaine. Ouais, en plus. Donc, il y a quand même un effet pervers à cette concurrence, qui est que certes, les justiciables ont accès à un droit peut-être moins cher, mais est-ce qu'il est de la meilleure qualité à laquelle ils pourraient s'attendre? Ça dépend en fait. S'il tombe sur l'avocat qui est pas compétent, mais qui va quand même prendre le dossier parce qu'il a besoin de finir son mois, ouais. Il y a ce sujet-là aussi. Par exemple, typiquement, dans son livre, c'est un exemple qui citait, que je trouvais assez pertinent. Il disait, en France, vraiment sans dénigrer aucun pan du droit, les avocats pénalistes sont ceux peut-être qui ils touchent globalement moins que les avocats affairistes, tu vois. Et il disait qu'il y a une mesure qui pouvait être mise en place au niveau du barreau, parce qu'on sait s'organiser au niveau du barreau, c'est que tous les jeunes recrues qui sont en droit pénal soient embauchés par les cabinets affairistes, mais embauchés sous forme où le travail de ces pénalistes serait de se former pendant quelques années à des dossiers que le cabinet affairiste prendrait en pro bono, et ce serait un peu une sorte de compensation que les cabinets d'affaires pourraient avoir sur un milieu du droit qui est dit pas très rémunérateur et qui permettrait quand même d'attirer du monde, parce que d'accord, il y a beaucoup de pénalistes, mais il y en aura peut-être de moins en moins si les gens savent que c'est un milieu qui paye pas, quoi. Donc, sur ce sujet, je vous invite à aller lire le rapport Perben qui a été qui vient de sortir, ouais. Qui est sorti là il y a quelques semaines ou mois, ouais. Sur l'avenir de la profession d'avocat. C'est très intéressant, il y a beaucoup de données chiffrées et on voit qu'il y a une très grande disparité effectivement entre les avocats. Je me souviens plus, mais je crois que c'est 10% des avocats qui représentent plus de 40% des recettes en fait. Ouais. Je me rappelle plus du chiffre, mais dans l'ordre de grandeur, c'est ça. Mais ouais, donc, vas-y. Le rapport Perben, et en plus, je pense que c'est vraiment une question grand O qui peut tomber. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la profession? Bim, vous sortez. Dès que vous avez un truc qui touche au métier d'avocat, vous pouvez sortir ce rapport. Ouais, est-ce que vous avez entendu... Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le rapport Perben, tu vois, genre ça. C'est ça. Ouais. Et ce rapport est d'autant plus intéressant, je trouve aussi, c'est qu'il reprend le rapport de Maître Haïry. Et comme tu vois, c'est un assez jeune avocat, les mesures qui ont été prônées étaient assez progressistes et un peu novatrices. Et je trouve que du fait que le rapport Perben, après coup, entérine un peu ces propositions, je trouvais que c'était plutôt... Ça allait dans une optique où on essayait de... C'est progressiste, quoi. Ouais, question suivante. Comme disait Notre Dame, bref, c'est la révolution numérique. Mais oui. Question suivante, avant-dernière question 10. Petite question sur le PACS. Donc, depuis le 1er janvier 2017, le PACS s'enregistre-t-il réponse A en mairie, réponse B devant le tribunal judiciaire, parce que du coup, auparavant, en 2007 c'était le TI, mais c'est devenu le tribunal judiciaire, ou devant un avocat. Donc, désormais, on s'enregistre les personnes qui veulent se paxer. La bonne réponse, c'était la réponse A. Partage dans le chat avec la réponse C devant un avocat. Et une petite réponse pour la réponse B. En fait, ce qui s'est passé, c'est que initialement, c'était... on aurait pu
répondre la réponse B parce que avant 2017, justement, c'était devant les tribunaux que les gens venaient enregistrer leurs taxes. Mais après 2017, alors j'ai essayé de retrouver les travaux parlementaires, mais je vous avoue que j'ai pas trouvé le texte des débats sur la raison qui a poussé ce changement. Je pense, hein, avec des réserves, mais je pense que c'est l'engorgement des tribunaux. Oui, et puis la simplicité aussi. Oui, voilà, c'est ça. La simplicité, c'est toujours plus simple d'aller voir son maire et de dire. Voilà, l'officier d'état civil. Oui, c'est le plus proche en fait. C'est l'officier d'état civil le plus proche des citoyens. Exactement. Donc voilà, c'est le projet de modernisation de la justice qui a amené ça. Et depuis le 1er novembre 2017, les gens peuvent aller se paxer à la mairie. Donc voilà. Dernière question avant de vous montrer le classement de ce soir. Question 11. Un peu d'actualité. À quelle peine François Fillon a-t-il dernièrement été condamné pour l'affaire notamment tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Antoine ou Anthony qui l'avait évoqué, de Penelope Gate. Donc, est-ce qu'il a pris 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme avec 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité? Est-ce que c'est 3 ans avec sursis plus 375 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité? Est-ce que c'est 5 ans de prison ferme ou plus 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité? Ou est-ce que dans ce dossier, il a tout simplement été relaxé? Dernière question de ce soir. On va vous montrer les résultats. Ici, pour cette dernière question, la bonne réponse. C'était la réponse A. Donc oui, dans le chat, vous avez pu avoir la bonne réponse sur ça. Donc 2 ans ferme, mais je crois que, et là s'il y a des pénalistes, je veux bien que je parlais sous votre contrôle. Il y a eu 2 ans ferme, donc normalement il n'y a pas eu d'aménagement, mais comme il a fait appel et qu'il n'y a pas eu de mandat de dépôt, c'est pour ça qu'il n'est pas actuellement en prison. Mmh. Et c'est la différence peut-être avec Balkany où il y a eu un mandat de dépôt et c'est pour ça que ça a peine ou c'était, je sais plus si il a eu plus ou moins. Oui, il y avait eu un mandat de dépôt. Alors je sais plus combien ils avaient pris. Je vais regarder. En tout cas, il a fait appel de la décision. C'est les derniers événements qu'on a de ce dossier-là. Je pense pas qu'il y en aura de nouveau avant le grand tour. Bah, on va quand même, enfin non, il n'y en aura peut-être pas d'autres, mais par contre sur l'appel, on va quand même avoir en fait ce qui va être traité, ce qui va être jugé aussi, c'est comment le PNF a été instrumentalisé par le gouvernement à ce moment-là. Donc à mon avis, l'appel va être croustillant. Ah, sur ce côté PNF où on ne sait pas trop qui avait là-bas. Ouais, sur les pressions. Sur les pressions exercées, sur aussi quand on sait que les fadettes d'un grand nombre d'avocats avaient été récupérées au passage dans d'autres. Enfin, à mon avis, l'ensemble, ça va être le procès des pratiques du PNF. Le procès du PNF, je pense. Donc, d'accord. Ouais, et les Balkany, je suis en train de regarder, donc ils ont pris 5 ans ferme. C'est ce que je suis en train de lire là. Ah, d'où mais en appel, je crois il n'y a pas eu de mandat de dépôt.
Et... Ah, ils se sont pourvus en cassation. Et le pourvoi en cassation est suspensif en fait en matière pénale. D'accord. C'est-à-dire que quand tu te pourvois en cassation, tu n'es toujours pas emprisonné tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée. Ah ouais? Bah, tu n'es toujours pas Ouais. coupable. D'accord. Voilà. Intéressant. C'est assez intéressant ça. Ok. Je vais juste mettre les résultats pour qu'on sache un peu qui a l'idée ce soir. C'est Ocelot 22 et Bois 38. Deux nouveaux ou nouvelles participants qui s'imposent ce soir. Donc félicitations à vous et à tous ceux qui... Xavier, il y a une question dans le chat. Est-ce qu'on va mettre le PDF à disposition? Oui, hein. Oui, bien sûr, oui. Pas de souci. Je vois qu'Anthony, moins 31 000. Oui, c'est un peu le coup dur. Après, j'ai répondu à peu de questions et j'ai pas eu de chance Ouais, c'est sur les questions auxquelles j'ai répondu. Le live devait durer jusqu'à 19h. On pensait pas de durer autant de temps sur les questions. On était un peu discuté après sur montrer des petites vidéos à des trucs du conseil concile. Bon, il va se faire un peu tard. On verra peut-être pour réduire les questions, pour faire autre chose la prochaine fois. En tout cas, c'était grave cool d'être avec nous ce soir sur cette fin d'après-midi. Toujours pareil, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, etc., n'hésitez pas. Je vous remets juste dans le chat le lien pour nous envoyer vos infos pour vous inscrire aux simulations Granto. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas encore de participants, donc vendredi, il n'y aura probablement pas de live, sauf s'il y a deux personnes, une minimum, deux personnes qui se chauffent. Je sais que bon, c'est pas évident en première semaine de se lancer sur une simulation Granto, mais je vous invite vraiment à vous lancer déjà, là, pourquoi pas la semaine prochaine, une première fois et réitérer ça par la suite. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et une fois encore, hein, pour moi, enfin vraiment, le meilleur moyen de révision, c'est les simulations. Parce que vous vous mettez à 2 ou 3. Moi, je trouve que 3, c'était le top. Et vous passez chacun votre tour. Vous préparez en conditions réelles et vous passez en conditions réelles. En fait, de faire passer les gens. Moi, je pense que j'ai pu réviser 2 fois moins parce que je faisais passer 2 personnes par jour. Et donc, en fait, je révisais tous les sujets sur lesquels ils passaient. En fait, je me suis rendu compte qu'à la fin, j'avais une bonne approche, je les connaissais à peu près parce qu'ils avaient fait quelque chose de solide dessus. Ouais, c'est ça. Et puis, si on passe, si vous passez en live, que vous soyez en train de passer, ou même si le fait de le regarder, ça vous permet de réviser et de poser un peu des questions sur les DLF, quoi. Donc, en tout cas, voilà, je vous invite à vous inscrire. Et sinon, le prochain épisode du podcast va sortir lundi, très certainement. Enfin, il va sortir lundi et on continue à... Là, on va passer sur notre vision du Granto à chacun, comment on l'a vécu, notre épreuve le jour J, donc nos sujets. Donc je crois que lundi, ça va commencer par moi, et après ce sera Anthony et Antoine. Donc voilà. Super. Et écoutez, Parfait. bonne révision, bon courage. Approchez-vous. Et puis, voilà. Et puis, ouais, soyez fort. Et puis voilà, tranquillement. Allez, ciao. Voilà. Allez, bon courage. Bonne semaine.